Bien, 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 bien. Bonjour à vous, bande de jeunes juments de l'étable magnifique de la campagne fraîchement construite. Comment allez-vous? Je suis présent aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC 256. Davison Figueiredo face à Brandon Moreno. C'est le gros pay-per-view de fin d'année, basically. Bien que c'est pas la dernière carte de l'année, on va avoir une dernière carte encore samedi prochain, une autre excellente carte. On va avoir la chance d'en parler amplement, mais pour l'instant, nous sommes ici pour parler de l'UFC 256 et vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour chacun des combats sur la carte. Il y en a 11. Il va peut-être en avoir 6-7 le soir que le combat va arriver. C'est un site, malheureusement. Depuis le retour à Las Vegas, là, on note vraiment une importante hausse des combats annulés à cause du Rona, chose qui arrivait avant qu'ils retournent à Fight Island la première fois. Donc, ça a l'air d'être un problème quand les combats ont lieu aux États-Unis, basically. Et puis, ce combat-là a lieu aux États-Unis. Donc, on ne peut pas vraiment être sûr que tous ces combats-là vont avoir lieu. Mais on est quand même là pour en parler, par exemple, parce qu'ils sont cédulés. Les gens vont être à la pesée vendredi. Tout ça va être excellent. Et puis, c'est une grosse carte, pour vrai. Là, je pense qu'il y a moyen de s'exciter pour cette carte-là. Top to bottom, il y a des bons combats. Peut-être vers la fin, là, des combats qui intéressent un peu moins, mais généralement, partout sur la carte, on a des bons combats, des combats qui veulent dire quelque chose, puis des combats qui vont amener des combattants à quelque part dans le futur. Parce que vous savez, c'est vraiment l'affaire qui est importante pour moi. Là. Moi, je veux voir des combats qui sont meaningful. Peu importe qui sont dans ces combats-là, je veux voir des gens qui s'en vont à quelque part, qui vont devenir des prospects, qui vont devenir des contenders, qui vont devenir des gens qu'on va vouloir regarder se battre au lieu que juste d'avoir une dizaine de combats de filler comme on a pu avoir dans les dernières semaines. Donc, autant j'étais pas super excité pour aucune des estis de cartes des dernières semaines, je pense que je peux dire que je suis quand même excité pour cet événement-là qui est l'UFC 256 et le combat principal de la soirée, avec lequel on va commencer. C'était pas une belle formulation de phrase, ça, de ma part, mais bref, Davison Figueiredo face à Brandon Moreno. C'est un combat de short notice. Là, on le sait tous, UFC 255, c'est le dernier pay-per-view. Et c'était aussi Davison Figueiredo qui était dans le main event de cette carte-là. Il affrontait Alex Perez. Ça n'a vraiment pas duré. Puis il nous a montré des choses assez incroyables là, dans ce combat-là. Notamment, on le sait qu'il est très puissant. On le sait que c'est un gros counter-striker là, qui veut stalker, qui veut essayer de mettre du gros power sur toi là, en counter puis de faire très mal. C'est un bully. Là. Basically, c'est un bully, Davison Figueiredo. Il essaie d'avancer, de te mettre beaucoup de pression, d'éliciter une réponse, puis quand tu réponds, il te répond encore plus fort, puis il te fait très, très, très mal. Ceci étant dit, on savait que c'était un bon grappler. Il n'y avait aucun doute là-dessus. On l'a vu passer une soumission, notamment à Joseph Benavidez après l'avoir sonné, mais ce qu'on a vu au dernier combat, c'est pas tant que c'est un bon grappler, ou que c'est un bon striker, ou que c'est un bon aussi. On a juste vu vraiment une willingness de faire les choses dangereusement. Puis ça, c'est quand même fucké que ça marche à flyweight parce que c'est une division où la marge d'erreur est vraiment plus petite que les autres divisions, selon moi. Mais Davison Figueiredo est tellement athlétique, est tellement explosif, est tellement puissant que et ça marche. Pour lui, ça marche. Il est capable de faire ces choses-là. Il est capable de, au lieu de juste se faire takedown, se lancer dans une tentative de leg lock qui mène à un scramble, qui mène au fait qu'il donne son dos pour se virer dans une guillotine. C'est quelque chose que j'avais absolument jamais vu de ma vie. Puis oui, il faut être un bon grappler pour faire ces choses-là, mais il faut aussi être très athlétique, très explosif, être rapide, que ses mouvements soient super bien coordonnés. Puis il y a tout ça, Davison Figueiredo. C'est vraiment un excellent fighter. Puis quelqu'un que je suis vraiment content d'avoir comme champion flyweight parce que ça a longtemps été une division que j'adorais, mais on dirait que j'aimais beaucoup Demetrius Johnson. C'est un fan d'arts martiaux mixtes, c'est un fan du sport, de l'art des arts martiaux mixtes. Tu peux pas aimer le chum Demetrius Johnson, le Mighty Mouse, c'est un des plus grands combattants qu'on a vu ever. Est-ce que, par exemple, je peux dire que c'est quelqu'un qui était super excitant là, dans le sens de oh shit, samedi, c'est un combat de Mighty Mouse, là, j'étais un peu énervé? Pas tant que ça. Puis Henry Cejudo, oui, il y avait peut-être un peu plus de star power, si on veut le dire ainsi, mais Chris, il était fatigant, man. Il gossait, il était, sa gimmick du King of Cringe, ça a bien marché pour lui parce qu'il a fait parler de lui, mais il n'a absolument pas fait parler de lui pour aucune bonne raison. Ce qui fait que je ne sais pas à quel point là, on avait de l'excitation pour un combat d'Henry Cejudo. Puis je pense que Davison Figueiredo, c'est ça qui amène. Il amène de l'excitation. T'as beau te dire,
c'est des flyweights. Tu peux pas. Ce gars-là, c'est un malade mental. Là. Il va courir après Brandon Moreno, va essayer de faire le plus mal possible. Si Moreno essaie de le take down, il va se lancer dans des estis de leg lock, des estis de sweep, des estis d'affaires qui n'ont aucun bon sens pour essayer de virer la tendance, puis out-grapple son adversaire. Puis tu sais, il est juste très, très, très excitant, puis j'ai hâte de le voir combattre. Pour ce qui en est du match-up, écoute, tu sais, je sais pas trop quoi dire là-dessus, là. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire là-dessus. J'ai toujours eu l'impression que Brandon Moreno et Alex Perez allaient probablement être un combat très compétitif là, si les deux s'affrontaient. Puis on a vu comment Deiveson Figueiredo a réussi à rendre le combat contre Perez très peu compétitif. Donc, c'est sûr que je me dois de favoriser solidement le Deiveson Figueiredo dans ce combat-là. Oui, Brandon Moreno est bon. C'est un bon combattant complet, un excellent flyweight. Très bonne technique debout, un bon lutteur, bon grappler. Je pense probablement meilleur grappler que striker dans son cas, mais il fait assez de tout pour qu'on ne puisse pas dire ah oui, Brandon Moreno, c'est un gars qui se spécialise en. C'est vraiment un combattant complet dans l'âme qui va être game d'échanger dans tous les aspects. Un peu comme tous les adversaires de Figueiredo, cependant, je pense que le plus gros problème pour lui, ça va définitivement être l'athlétisme et le power. Je pense que Deiveson Figueiredo est excessivement plus explosif, excessivement plus puissant, autant dans ses manœuvres, là, dans sa force physique, que dans son power, là, dans ses points, dans la manière qu'il te frappe. Et puis, tu sais, je pense que c'est un facteur qui va être difficile à négliger, surtout sur un combat de 5 rounds, quand Deiveson Figueiredo va commencer fort, puis va frapper Brandon Moreno très fort dès la première minute de ce combat-là. Puis, tu sais, pour Moreno, ça va être de rester debout. Puis d'après moi, s'il réussit à survivre puis à épuiser Figueiredo, puis on voit dans les rounds 4-5 que Figueiredo a un petit peu moins de gaz, puis c'est un peu plus laborieux pour lui, là, je pourrais commencer à considérer que Moreno a peut-être une chance d'enlever une coupe de round puis de rendre ça serré. Avant ça, pour vrai, j'ai de la misère à considérer ça. J'ai même de la misère à considérer le fait qu'il va passer ces 3 premiers rounds, là, pour être bien honnête avec vous. Fait que ma prédiction pour ce combat-là, ça va être Deiveson Figueiredo par TKO au 2e round. Ça nous mène au co-main event de la soirée. Tony Ferguson, Charles Oliveira. Un combat très, très, très attendu parce que tabarnouche que c'est dumb ce combat-là. Là. Tony Ferguson, ça me fait penser un peu à Deiveson Figueiredo, là, pour être bien honnête avec vous. Moins puissant, beaucoup moins puissant, mais tu sais, des combattants qui vont prendre des risques, qui vont prendre des chances. C'est pas... Je veux pas dire ça méchamment, là, dans le sens de... C'est pas des combattants intelligents. Mais tu sais, je dis pas ça dans le sens de « ils sont dumb, ils font n'importe quoi, c'est des caves ». Au contraire, c'est leur style d'être immensément agressif et de prendre des risques. Puis des fois, ils vont payer pour les risques qu'ils prennent, comme Tony a payé pour les risques qu'il a pris face à Justin Gaethje. Mais la majorité du temps, c'est des combattants qui thrive dans ce style de combat-là, donc ça marche pour eux, le fait de prendre des risques. C'est sûr qu'arriver puis prendre des risques contre Charles Oliveira, c'est très, 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 très dangereux parce que ce gars-là est un opportuniste. Ce gars-là, oui, il a beaucoup amélioré là, son stand-up. C'est rendu un très bon combattant Muay Thai qui est rendu capable de finir ses adversaires debout. Lui aussi, parce qu'il est très agressif et il va prendre les risques. Là, on s'entend. Mais vraiment, c'est son opportunisme qui fait de lui un combattant absolument exceptionnel parce que même au sol, il est considéré comme étant un des meilleurs grapplers qu'on a connus là, chez les 155 livres et les 145 livres auparavant. Il y a, je pense, le record de soumission dans l'UFC. Mais est-ce que c'est le meilleur grappler pur qu'on a en MMA? Est-ce que ce gars-là contre un Damien Maia ou un David Ramos ou un World Champion Jiu-Jitsu player là, qui est capable, oui, de te soumettre, mais qui est aussi capable de pogner une bonne position puis t'empêcher de t'en sortir puis vraiment te battre au point, là, comme on dit en Jiu. Je ne sais pas ce que ça donnerait Charles Oliveira, parce que oui, c'est un combattant très agressif, mais c'est un combattant qui est super, super game là, de passer 3 minutes et demie d'un round sur son dos, à essayer de lancer des triangles, des armbar, des omoplatas, des choses comme ça. Puis, contre certains gens, ça marche. Ça va marcher contre Tony Ferguson. Mais je ne sais pas, je le sais pas. Ben franchement, je le sais pas. Puis ça, c'est une de mes grosses questions dans ce combat-là. Mon autre grosse question dans ce combat-là, c'est où est Tony Ferguson? Parce que, tu sais, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, d'après moi, Tony, on a vu ses meilleures années. Là. C'est un combattant qui se bat depuis très longtemps. Il y a une immense séquence sans défaite. C'est un combattant qui
a été around the block, comme on dit. Puis malheureusement pour lui, n'a jamais pu devenir champion de l'UFC, même s'il était champion intérimaire à cause de Conor McGregor et Khabib, là, basically, qu'il ne s'est jamais même battu contre eux, tout en étant le gars qui est toujours supposé de se battre contre un des deux, puis ça ne marche jamais, surtout contre Khabib, on s'en rappellera. Mais bref, tu sais, un jour ou l'autre, on va voir la fin de Tony Ferguson. Puis contre Justin Gaethje, je me demande si c'était juste. Est-ce que c'était juste un match-up merdique pour lui parce que le fait qu'il est très agressif et qu'il va prendre des risques, va se faire frapper très fort contre Gaethje, puis il n'aura peut-être pas vraiment le moyen d'amener le combat au sol parce que Gaethje est sans aucun doute un meilleur lutteur que lui. Ou est-ce qu'on a vu la fin de Tony Ferguson? Est-ce qu'on a vu le moment où Tony Ferguson passe d'un championship level fighter à juste un très bon fighter, mais plus championship level, là, plus un Dan Hooker, Raging All, Ayaquinta, dans ce strat-là de combattants de la division lightweight qu'on se dit, ouais, ils sont bons, mais je ne vois pas vraiment le jour où Dan Hooker va avoir une belt de l'UFC. Donc, ça, c'est ma question principale pour ce combat-là. Parce que ça va être niaiseux, ça va être niaiseux. Plus j'y pense, ça va être tellement niaiseux. Puis mon autre grosse question aussi, c'est Charles Oliveira. Ce gars-là, on n'a pas vu ça récemment, mais on l'a vu tellement prêt à abandonner souvent dans des combats. Il a un peu l'air d'un glass cannon des fois. Tu sais, quelqu'un qui va soit arriver puis complètement whip son adversaire, que ce soit avec des techniques debout maintenant ou en juste poulant la garde dans le soumettant, en passant une guillotine, un triangle. Il y a une variété de soumissions quand même assez incroyable. C'est probablement le meilleur submission artist en MMA là, actuellement. Mais dès que ça va un peu moins bien pour lui, tu vois son attitude qui change, puis tu le vois comme ne plus vouloir être dans le combat là, nécessairement. Fait c'est une grosse question que j'ai ici, surtout contre Tony Ferguson, que lui, c'est tout le contraire. Là, si ça ne va pas bien pour lui, il va quand même continuer d'essayer jusqu'à temps que ça marche potentiellement ou que ça ne marche juste pas, mais il va pouvoir dire qu'il continue d'essayer tout le long quand même. Fait que ça va être, je pense, ça qui va me faire trancher dans ce combat-là au final parce que, tu sais, tu as quelqu'un qui est excellent, puis qui abandonnera jamais, même si ça va mal. Puis tu as un autre qui est excellent, mais qui a tendance des fois là, à vouloir ne plus être là quand les choses vont pas à sa faveur. Fait que c'est évident que je vais y aller pour lui qui est bon, puis qui est super tough, super durable, puis que, tu sais, il sait pas comment abandonner Tony Ferguson. Même au combat contre Gaethje, quand il s'est fait finir au 5e round, il était encore debout, puis il était mad, genre, de s'être fait finir. Là. Fait que, on s'entend, c'est un bon malade. Je pense qu'il va gagner ce combat-là, probablement par TKO au 3e round. Je pense que ça pourrait se rendre à la décision, sans aucun doute. Mais la tendance à Oliveira, des fois, de juste vouloir comme plus être là, ça me fait penser que probablement que Tony est capable d'aller chercher un finish ici. Donc, Tony Ferguson dans ce combat-là, TKO au 3e round. Ça nous mène au prochain combat, Renato Moicano face à Raphaël Fiziev. Puis ça, c'est un fight. C'est un sale fight. Un sale fight. Donc, je pense que je peux y aller avec Fiziev de façon assez confiante ici. Honnêtement. Parce que Renato Moicano, c'est un des genres de combattants là, qui est reconnu comme, oui, c'est un bon striker, principalement, c'est ça qu'il va faire, mais c'est quelqu'un qui va faire tout. C'est quelqu'un qui aime amener le combat au sol. On l'a vu, là, contre Brian Ortega, je vais toujours me rappeler de ce combat-là. Il est en train d'outstriker Brian Ortega debout complètement, puis j'ai les amis. Mais checker ça. Pas capable de s'empêcher de shooter un takedown au moins une fois dans un combat, là, ce gars-là. Fait qu'il va l'essayer puis il va se faire choquer, je vous le dis. Mais non, il pète la gueule, il fera pas ça. Puis finalement, c'est direct ça qu'il a fait au 3e round. Il s'est fait passer une guillotine par Brian Ortega. Il a perdu. Puis, c'est ça qui est arrivé. Donc, combattant très complet va probablement vouloir aller chercher une coupe de takedown, du moins essayer de grapple Raphaël Fiziev ici, parce que Fiziev, c'est un elite striker, c'est un coach de striking au Tiger Muay Thai, on l'a vu, si vous ne vous rappelez pas de lui, c'est le gars qui a évité un head kick en faisant le move de la matrice, là, basically. C'est un excellent striker, il est très, très technique debout. C'est pas quelqu'un là, qui va travailler en énorme volume. Il aime mieux placer ses strikes, mais quand que ça vient un burst d'offense de Raphaël Fiziev, ça vient en combinaison, ça vient raide, ça vient crisp, ça vient super tight. Ses punches sont beaux, c'est fluide, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est un excellent striker. Puis, c'est un bon grappler aussi. C'est quelqu'un qui, à la base, je pense, n'est pas très gros pour 155 livres. Peut-être plus du style trapu que du style James Vick, là, mettons. Fait que c'est quelqu'un qui, même s'il est un striker, à la base,
est très, très solide sur ses jambes. Très, très solide sur ses jambes. Quelqu'un qui est difficile à amener au sol. Quelqu'un qui bouge bien aussi debout. Donc, c'est même pas nécessairement facile de mettre la main sur lui pour initier un échange de grappling puis essayer de l'amener au sol. Toutes ces raisons-là font que je pense que c'est quand même un match-up difficile pour Renato Moicano et c'est pourquoi que je vais y aller avec Raphaël Fiziev par décision dans ce combat-là. Ensuite, nous avons Kevin Holland face à Jacare Souza. Puis je vais vous dire, ben franchement, c'est le combat que j'ai le plus peur qu'il n'arrive pas parce que Holland ne devait pas se battre genre la semaine passée là, contre Jack Hermanson. Puis finalement, il s'est fait juste retarder d'une semaine son combat. Il y avait le Rona. Je ne sais pas à quel point c'est guéri, puis négatif, puis tout. Puis tu sais, anyway, c'est comme. Je sais pas trop quoi penser par rapport à ces choses-là, mais si le combat a bel et bien lieu, je pense que c'est pas mal un des meilleurs combats pour Kevin Holland là, dans le but de se retrouver parmi le top 15 de la division middleweight d'ici la fin de l'année. Parce que Jacare Souza, comme mon chum Greg aime bien le dire, c'est plus Jacare Souza, c'est Ronaldo Souza. T'sais. Au début, Jacare Souza, c'est une terreur, c'est un gars qui faisait peur. Tu voyais, ses adversaires avaient peur de lui dans la cage parce que il est gros, puis il se garde les mains hautes, puis il stalk son adversaire. Puis il y a quand même beaucoup de power pour quelqu'un qui n'est absolument pas un striker. Là, entre vous et moi, c'est un combattant de Jiu-Jitsu, c'est un champion du monde de Jiu-Jitsu, un des très grands. Il a déjà battu Roger Gracie, il a déjà battu plusieurs combattants. Ceci étant dit, il shoot plus de takedown. C'est pour ça qu'il est passé d'un de mes combattants préférés ever. C'est encore un de mes combattants préférés ever. Le Prime Jacare qui soumet du monde, qui out-grapple du monde, qui est tellement lourd, tellement violent sur le top. Ça reste un de mes combattants préférés. L'affaire, c'est qu'en vieillissant, on dirait qu'il pense plus qu'il y a vraiment l'énergie pour chasser le takedown tant que ça. Fait qu'il en essaie quelques-uns, mais quand ça marche pas, il se résigne assez rapidement à juste stalker son adversaire debout, puis essayer de lander des counters, puis être puissant, puis essayer de vraiment lui passer un knockout. Ça fait qu'il n'y a pas assez de volume, pas assez d'activité. Puis contre Kevin Holland, va se retrouver à range avec un gars qui a un style assez bizarre, je dirais quasiment traditional martial arts là, at range, quelqu'un qui va lancer beaucoup de kicks, plusieurs variétés de kicks, là, des front kicks, des tip kicks, des petits side kicks, des leg kicks, toutes les sortes de kicks, qui est fait long aussi, qui a un long jab, qui est capable de travailler en combinaison, puis que il est sneaky powerful, un peu comme tous les gars qui sont faits comme lui, là, les grands longs que tu te dis, ça doit être un volume striker qui n'a pas beaucoup de power, mais qui lance en combinaison puis qui n'arrête jamais. Puis là, boum, un moment donné, il clip déjà, oh, ça a rentré plus raide que je pensais, ça. C'est vraiment ça, la game de Kevin Holland. Je pense que Jacare est encore assez tough pour pas nécessairement se faire finir dans ce combat-là, mais j'ai pas confiance en Jacare qui va essayer ses takedowns. Puis pourtant, c'est tellement simple. Si Jacare amène ça au sol, peut absolument waste Kevin Holland au sol. Même si Holland est lui-même une brown belt puis un bon grappler, c'est pas la même affaire. Tu sais, t'as genre une brown belt qui est un bon grappler contre une des black belts les plus accomplies de l'histoire du jiu-jitsu brésilien, du moins dans ceux qui ont fait la transition vers le MMA plus tard. Donc, écoute, j'ai Kevin Holland ici, je pense que ça va être par décision, puis je pense que ça va être le combat parfait pour lui pour devenir un ranked middleweight, chose que l'UFC a l'air de vouloir. Là. Fait que je pense que c'est la bonne chose qui va arriver dans ce combat-là au final. Ça nous mène au prochain combat. Un combat immensément attendu depuis très, très, très longtemps. Parce que ça fait un an qu'on essaye de voir un combat de Cyril Gane. Puis Abdurakhimov s'est blessé 400 fois. Sergei Pavlovich, on ne sait pas trop ce qui est arrivé avec lui, mais Tristan, mieux s'il n'a pas besoin de se battre contre Cyril Gane. C'est une genre d'affaire que tu ne veux pas nécessairement qui t'arrive là, dans la vie, on s'entend. Et puis l'heureux élu pour finalement affronter Cyril, c'est Junior Dos Santos. Puis ça te montre juste à quel point l'UFC a de l'espoir en Cyril Gane de te le foutre contre Junior Dos Santos. Après avoir essayé pendant un an de le book contre genre le 11e, 12e, 13e meilleur dans la division. Disant non, fuck that, let's go. Pogne le 4, pas le 4, là, je pense qu'il a descendu, mais peut-être le 6, 7, 8e meilleur dans la division. Let's go, pogne le direct, puis après on verra qu'est-ce qu'ils vont en être. Puis Cyril va être pété à la gueule. Je ne sais même pas si j'ai besoin de dire d'autres choses. Tu sais, Cyril bouge comme un 170 livres, il est excellent, il se déplace bien, land des takedowns, fait du ground and pound, passe des heel hooks, il n'y a rien que Cyril ne fait pas. Puis Junior Dos Santos est encore un bon boxeur, là, très technique, capable de faire les choses. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus la durabilité qu'il y avait avant. Fait que oui, il est là à échanger et à être compétitif avec ses adversaires. Puis oui, il est encore plus puissant. Puis oui, s'il le pogne en premier, il va te faire mal. Si tu le pognes en premier, par exemple, tu as des bonnes chances de le finir.
puis Cyril va le pogner en premier, puis il va le finir. Donc, j'ai Cyril gagne par KO au deuxième round dans ce combat-là. C'est aussi simple que ça, les petits chums. Ça nous mène aux prelim, les combats préliminaires qui sont très bons aussi, là, je dois vous dire, surtout la carte qui va être télédiffusée. Très bon combat, là, les quatre. Fait que je suis quand même excité pour ça. Le main event des prelims, c'est Cub Swanson, Daniel Pineda. C'est huge, là, cette opportunité-là pour Daniel Pineda qui n'était plus dans l'UFC, a eu une très bonne streak sur la scène régionale, s'est rendu à la finale de la PFF, mais il a fait des drug tests, a été suspendu, s'est fait enlever là, de cette finale-là, donc n'a pas eu la chance de remporter le million. On se disait, ouais, c'est pas mal fini là, pour lui, mais l'UFC l'a signé pareil, en fait, n'a pas tenu compte du fait qu'il venait de popper pour un paquet de sauce, puis ils l'ont signé pareil, puis c'est un bon fighter, il est excitant, on l'a vu contre Herbert Burns, il a été capable de scramble avec Herbert Burns quand il s'est mis dans une bonne position contre lui, il a collé des coups de coude d'en face jusqu'à temps que ça soit fini, c'est un gars qui est un bon all-rounder, bon striker, bon grappler, un gars qui est fort physiquement et explosif quand même, donc ça l'aide beaucoup, puis je pense que s'il bat Cub Swanson, c'est à cause de ça. Parce que, tu sais, théoriquement, Cub Swanson, oui, on l'a vu ralentir, mais on l'a quand même vu livrer une super belle guerre debout assez serrée face à Shane Burgos. Tu sais, des gars qui sont quand même highly ranked dans cette division-là, ce qui n'est pas encore nécessairement le cas avec Daniel Pineda. Donc, c'est sûr que j'aurais pas le choix d'y aller avec Cub Swanson ici là, sur papier. Je pense que il va être assez solide pour ne pas nécessairement se faire takedown, se faire out-grapple par Daniel Pineda. Puis si le combat se déroule debout, il va être capable de placer les meilleurs coups. Cependant, écoute, c'est vraiment pas mon pick safe de la soirée. J'ai l'impression que Swanson en a peut-être perdu un peu. Puis Pineda est pas mal dans son pic, pas mal dans les meilleures années de sa carrière. Puis le moment où il va peut-être avoir une chance là, de. Je pense pas devenir un contender, mais du moins devenir un joueur là, dans cette division-là. Quelqu'un que peut-être pas dans le top 15, mais pas trop loin. Puis quelqu'un que tu veux battre pour accéder au plus haut sommet de la division. Donc, peut-être un peu prendre la place de Cub Swanson, là, finalement. Du moins, le Cub Swanson des dernières années. Ça, c'est s'il gagne, par exemple, mais j'ai pas ça. J'ai ma prédiction, c'est Swanson par décision. Je pense que Cub va être en mesure de. Manque de souffle. On dirait que j'ai le rhume, là. J'ai le nez bloqué pas mal, puis je me sens aussi à bout de souffle après même pas une phrase. Fait que c'est bizarre un peu, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que Cub Swanson, d'après moi, va être capable de garder ce combat-là debout, bien se déplacer, lander les meilleurs punches et gagner la décision. Ça nous mène à un autre combat. Chez les dames, cette fois-ci, c'est Mackenzie Dern face à notre petit gars qui louche préféré, Virna Jandiroba. Et puis, je comprends pas pourquoi je suis un hater de Mackenzie Dern, parce que pourtant, je suis un gars de joue, puis je devrais l'aimer, genre, mais elle me gosse. Je sais pas, il y a de quoi dans elle qui m'énerve, là. Peut-être le fait que c'est une Américaine super blanche qui parle en brésilien, puis quand elle parle en anglais, genre, hey bro, very happy for this performance, man, very good for Jiu-Jitsu, everybody in Brazil, say shout out, yeah, very happy. Fait que non, ça me gosse un peu, même si je sais son père est brésilien, en tout cas. C'est la même affaire toutes les crises de fois. Fait que je ne vais pas m'éterniser dans ma rant de pourquoi j'aime pas vraiment Mackenzie Dern, mais j'aime pas vraiment Mackenzie Dern. Qu'est-ce que je te dis? Pour ce qui en est du combat, c'est un dur, celui-là. C'est un dur, celui-là, parce que, tu sais, quand je regarde ça juste comme ça, je me dis, Virna Jandiroba devrait gagner. Mais Virna Jandiroba, tu sais, est meilleure que Mackenzie Dern debout, mais pas vraiment ça qu'elle veut. C'est pas vraiment ça qu'elle veut faire là, dans ces combats. Là. Jandiroba, habituellement, ce qu'elle veut, c'est lander takedown et puis s'installer sur le top. Travailler de là, voir ce qui est offert à elle. Là, si elle peut lander du ground and pound ou si elle est capable de passer la garde, aller chercher une bonne position pour choquer son adversaire, prendre son dos, aller chercher une soumission quelconque. C'est pas mal ça qu'elle fait. Puis, tu sais, Mackenzie Dern, c'est la Jacare Souza du Jiu-Jitsu féminin. C'est peut-être même la Roger Gracie du Jiu-Jitsu féminin, là, pour être bien honnête avec vous. Fait que c'est sûr que ça va être très difficile pour Jandiroba d'aller au sol avec Mackenzie Dern et de gagner ce combat-là. Ceci étant dit, Mackenzie Dern a comme juste ça là, du jiu. C'est pas une bonne lutteuse. Elle n'a pas beaucoup de moyens d'amener le combo au sol. Des fois, elle pull guard là, même tellement que c'est difficile pour elle d'amener le combo au sol avec un takedown puis prendre le top control. Puis écoute, c'est assez bon dans le jiu pour pull guard en MMA puis quand même être capable de sweeper tes adversaires ou juste les soumettre dans le dessous avec une clé de jambe, un knee-bar, n'importe quoi comme elle a fait à notre bonne amie Anna Cyphers. Ben, more power to you, mais je pense que ça se retrouve dans un combat où elle n'affronte pas une bonne combattante debout, mais elle affronte une combattante qui va être meilleure qu'elle debout, puis qui va sûrement être une meilleure lutteuse qu'elle aussi. Donc, pour vrai, ma question est, est-ce que
Mackenzie Dern va être capable d'amener ce combat-là au sol. Si elle est capable, elle va gagner. Je pense pas qu'elle va nécessairement l'être. Fait que j'ai Virna Jandiroba par décision. Ensuite, un autre combat très excitant. Gavin Tucker, le Canadien, qui est de retour face à Billy Quarantillo, un combattant que j'adore. Si tu veux savoir, c'est quoi mon style de fighter? C'est Billy Quarantillo. Le gars travaille en volume, lance des combinaisons sans cesse, lance énormément comparé à la moyenne dans cette division-là. Puis ça ne le dérange pas. Le gars, s'il se retrouve au sol, c'est un excellent scrambler, un excellent grappler en général qui est bon pour exploser hors de déposition puis créer un scramble. Puis souvent, c'est lui qui remporte ces scrambles-là puis qui soit gagne la position et est en mesure de se relever debout pour continuer à faire ce qu'il fait. Ça va être très intéressant dans ce combat-là, ce genre de style match-up-là. Parce qu'on a Gavin Tucker qui, lui aussi, il est arrivé comme étant pas mal un volume striker. Peut-être un peu moins en volume, un peu plus stratégique qu'un Billy Quarantillo, là, qui souvent va comme essayer de je ne dis pas qu'il n'y a aucun footwork, là, mais plus un combattant qui va poursuivre en lançant des combinaisons qu'un gars qui va essayer de trouver des bons angles là, pour attaquer et tout. Chose que Gavin Tucker fait beaucoup plus. L'affaire, c'est que Gavin Tucker est, depuis son move au 3-star, devenu un combattant qui est beaucoup plus willing d'amener le combat au sol, de travailler en top control, de faire ces choses-là. Et puis, je ne sais pas s'il va être capable de faire ça contre Billy Q, là, qui, comme j'ai dit, est une machine à scramble, qui est un gars qui a un knack là, pour gagner ces scrambles-là, puis se retrouver dans les meilleures positions. Enfin, ça ne me surprendrait pas qu'on se retrouve avec un combat qui est très, très, très serré debout, mais à chaque fois qu'il y a un échange de grappling, que ce soit Billy Q là, qui arrive en top de cet échange-là, soit qui prend le top control puis qui travaille de là, ou soit qui fait juste rejeter le takedown à thème de Tucker puis que ça reset debout. Fait que pour cette raison-là, je vais y aller avec Billy Q par décision. Et ça nous mène au dernier combat des prelims. Ça devait être Tisha Torres, Angela Hill. Malheureusement, Angela Hill, elle a le Rona. Fait que c'est Tisha Torres face à Sam Hughes, une combattante qui arrive là, tout fraîchement d'une belle victoire au LFA par soumission. Je vous parlerai bien de Sam Hughes bien longtemps dans ce combat-là. Basically, le Tiny Tornado devrait gagner. Tisha Torres, c'est la combattante complète là, à 115 livres. La fille qui est capable de striker, capable de grapple, capable de clincher contre la cage. Son avantage qu'elle a sur toutes les autres, c'est qu'elle est immensément rapide. T'sais, son gros désavantage, c'est quand elle affronte une grosse combattante forte physiquement. Souvent, elle donne beaucoup de size et de power là, à ses adversaires. Pour être bien honnête avec vous, c'est pas mal. C'est Tiny Tornado, c'est pas pour rien. La fille est minuscule. Ça pourrait être une 105 livres là, facilement, d'après moi. Et si cette division-là vient dans l'UFC, ça va en être une, assurément. L'affaire, c'est qu'elle amène avec elle, à 115 livres, un avantage de speed absolument incroyable. Puis je vois pas comment ça va pas jouer un énorme rôle dans ce combat-là face à Sam Hughes, qui va principalement être une grappler, puis que je sais même pas si ça va être la meilleure lutteuse des deux, bien honnêtement, entre les deux. Fait que je pense que c'est un combat que je peux quand même assez facilement le prédire en faveur de Tiny Tornado, Tisha Torres, par décision. Ça nous mène sur Fight Pass. 2 fights. Un peu moins bon que le reste de la carte, mais quand même des gens qui nous intéressent. Peut-être pas dans celui-là, mais dans l'autre d'avant. On a Sergey Spivak ici face à Jared Vanderaa. Jared Vanderaa a gagné au Contender Series, a callé Sergey Spivak. Je ne sais pas ce qu'il voyait dans ce match-up-là qui lui fait penser qu'il peut gagner. Parce que d'après moi, Spivak va essayer de le clincher, le lancer au sol et le dominer là. Comme il a fait avec Tai Tuivasa, je te dis pas que ça va être aussi facile que contre Tai Tuivasa parce qu'il n'y a rien qui a l'air vraiment plus facile que d'out-grapple Tai Tuivasa là, à heavyweight. Ceci étant dit, Jared Vanderaa, je l'ai vu avoir du succès dans le setting inverse. C'est-à-dire, lui, sur le top de des adversaires, à donner du ground and pound ou essayer d'être agressif on top. C'est pas s'il va se retrouver on top là, contre Spivak qui c'est pas un grand combattant, là, selon moi, mais un heavyweight qui est capable de gagner des combats dans l'UFC. Oui, c'était laughable, mais c'est déjà retrouvé dans le top 15, ce style-là, justement. Il y avait ranké Tuivasa, il a battu Tuivasa, fait qu'ils ont ranké Spivak à sa place, puis là, il est automatiquement devenu la target de tout heavyweight voulant aller rentrer dans le ranking, parce que quand tu regardais le ranking, tu voyais une couple d'heavyweight qui avait de l'allure et Sergey Spivak. C'est plus le cas aujourd'hui, là, il affronte vraiment des combattants qui vont le rentrer dans l'UFC, mais je pense que justement, il a démontré que ça allait être un genre de gatekeeper là, en ce sens-là. Quelqu'un qui allait battre les combattants qui sont pas nécessairement prêts pas pour l'UFC, parce que je pense que Jared Vanderaa mérite sa place là, mais dans le fond, c'est pour la division heavyweight. Je pense que tu peux mettre Sergey Spivak juste dans le milieu, puis ceux qui sont en bas du milieu vont perdre, ceux qui sont en haut du milieu vont le battre. Je pense que pour l'instant, Jared Vanderaa est en bas du milieu, donc risque de perdre.
face à Sergey Spivak. Fait que j'ai Spivak par décision parce que s'il y a un heavyweight qui est capable de se battre pendant 15 minutes puis d'amener un combat à décision, c'est bien lui. Premier combat de la soirée maintenant. Chase Hooper, Peter Barrett. Ça va être striker versus grappler. Le Peter Barrett va tout faire en son pouvoir pour ne pas que ce combat-là aille au sol parce qu'il va se faire démonter si ça va au sol. Chase Hooper va tout faire en son pouvoir pour amener ce combat-là au sol parce qu'il va se faire démonter si ça reste debout. Et puis, j'ai deux choses qui me font pick Chase Hooper ici. De un, la façon dont il s'est fait péter à gueule par Alex Caceres, mais qui est resté dans le combat, ça démontre une toughness, une durabilité, puis un cœur au ventre assez incroyable. Et la deuxième affaire, il est tellement résilient dans ses takedowns. C'est pas beau, il n'y a pas de setup, c'est pas beau, c'est naked, mais il essaie, puis il essaie, puis il essaie, puis il essaie, puis il continue d'essayer, puis il essaie tellement qu'il a réussi à entraîner Alex Caceres dans un ou deux échanges de grappling là, dans ce combat-là. Puis on s'entend qu'Alex Caceres est un bien meilleur grappler que Peter Barrett. Là. Donc je pense que s'il a été capable d'amener Caceres, de l'entraîner dans ce genre de combat-là, pas longtemps, mais juste assez pour que il y ait une ou deux bonnes opportunités de faire quelque chose, je pense qu'il va être capable d'entraîner Barrett dans ce genre de combat-là. Puis il y a des très bonnes chances qu'il le soumette. C'est pourquoi je pique Chase Hooper par soumission au deuxième round. Et c'est ce qui va conclure mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC 256 Figueiredo face à Moreno. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire dans les commentaires pour me faire part de vos impressions là, sur cette carte-là. Est-ce que vous êtes hype? C'est quoi vos combats préférés? En combien de temps Cyril va démonter Junior Dos Santos? Tu sais, des questions normales, basically. Fait que demandez-moi ça dans les commentaires, discutons-en. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MMA Talk. Abonnez-vous sur Facebook, Instagram, Twitter. On est partout, tout partout sur le territoire, comme on dirait. Puis c'est ça.